Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Tengando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'actualité est dominée par ce qui semble devenu un bras de fer entre le pouvoir de Kinshasa et ses parrains occidentaux. Je rappelle que tout est parti de la rencontre le samedi 31 mai à Kinshasa, au Palais de la Nation, entre Kabila et les chefs des missions diplomatiques et les chefs de la mission onusienne au Congo. Et de cette rencontre, Kabila a dénoncé ce qu'il appelle les actes d'ingérence graves pour lesquels certaines représentations diplomatiques se seraient rendues coupables. Tout d'abord, quelle lecture vous faites de ces premiers actes qu'il y a eu dans cette situation? Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du tout. C'est une mise en scène de mauvais goût. Dans ma langue maternelle, il y a un petit adage qui dit ceci. Le monsieur qui a convoqué la mission diplomatique a commis un acte inqualifiable, c'est-à-dire il a usé de l'audace là il ne le fallait pas. Mais comme je vous le dis, c'est une mise en scène, c'est du théâtre. Ce monsieur-là est le fruit, le produit de la fameuse communauté occidentale que plusieurs d'entre nous confondent avec la communauté internationale. C'est cette communauté occidentale qui l'a fabriquée. Les preuves sont là. N'oubliez pas que quand ce monsieur monte sur le trône après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, c'est à lui que profite le crime. Si, avec le temps, nous arrivons à confirmer les propos de Théogène Rudasingwa, qui atteste que c'est Kagame qui a organisé l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, nous pouvons dire que cet assassinat a profité à son cheval de Troie. Encore une fois, je vous renvoie à la confidence que M. Denis Sassou Nguesso avait faite à Pierre Péan en lui disant Kabila, c'est le cheval de Troie de Paul Kagame. Mais Paul Kagame ne pouvait rien faire au Congo, ne peut rien faire au Congo sans l'aval de la fameuse communauté occidentale. Pour faire court, Kabila est la créature de la communauté internationale ou de la communauté occidentale. Quand vous lisez le livre de Jean-Claude Lame, Les faiseurs de paix, vous vous rendez compte que quand ce monsieur-là prétend prendre le pouvoir, le Congo est déjà sous tutelle. Le Congo est un État sous tutelle. Comment peut-il s'imaginer un seul instant qu'il pouvait, dans un pays sous tutelle, appeler les ambassadeurs pour leur faire de la leçon? Regardez, quand il s'attaque à la résidence de Jean-Pierre Bemba, après les élections bidons de 2006, Jean-Pierre Bemba est en train d'échanger avec les ambassadeurs de la fameuse communauté occidentale. Et il s'est permis à ce moment-là de pouvoir bombarder, de pouvoir demander à sa police politique de pouvoir attaquer la résidence de Jean-Pierre Bemba. À ce moment-là, la fameuse communauté occidentale ne dit rien. Pourquoi? Parce que avant les élections bidons de 2006, il y avait une décision qui avait été prise par la fameuse communauté occidentale. Il avait fait sa mise en mettant beaucoup d'argent dans ces élections-là et il devait récupérer cet argent après en essayant de faire main basse sur les ressources du sol et du sous-sol congolais. Et la personne qui pouvait mieux les aider à réaliser cette mise
cette mainmise sur les richesses naturelles, sur les richesses du sous-sol congolais, c'était M. Joseph Kabila. Je vous renvoie, pour mémoire, au livre de Charles Nana, Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent. Il y a beaucoup d'autres livres qu'on peut citer, mais celui-là est capital dans la mesure où il montre comment ce monsieur a été en tout et pour tout une fabrication de la communauté occidentale. À qui s'est réveillé un matin, piqué par je ne sais quelle mouche pour dire « Venez ici, monsieur, vous devez arrêter avec vos ingérences. » Et il monte une mise en scène consécutive à une autre mise en scène que la fameuse communauté occidentale est en train de jouer, c'est-à-dire montrer que le mariage qu'il avait conclu avec ce monsieur-là est en train de connaître son divorce. Il faudrait maintenant qu'on ait d'autres partenaires beaucoup plus raisonnables ou beaucoup plus engagés pour défendre sa cause que M. Joseph Kabila. Mais tout ça, je vous le répète, c'est du théâtre et du théâtre de mauvais goût. Mais M. Mbelou, selon les sites internet Congo indépendants, il y a eu une autre rencontre le mardi 3 juin entre Joseph Kabila et les représentants de la dite communauté internationale. Et à cette occasion, le même message lui a été rappelé, à savoir qu'il fallait respecter la Constitution en ce qui concerne la durée et le nombre de mandats présidentiels, ce qui implique l'abandon de toute idée consistant à rallonger le mandat en cours ou encore à briguer un troisième en violation de la loi fondamentale. Monsieur Mbelou, qu'est-ce qui peut expliquer cette soudaine envie des parrains de mettre de côté leurs protégés? Mais dans cette mise en scène, il y a des éléments que nous pouvons retenir. Bien que M. Joseph Kabila, aidé par M. Lambert Mende, ait voulu faire croire à nos populations que le Congo n'est pas un pays sous tutelle, ces maîtres ont confirmé qu'effectivement, ce sont eux qui dirigent le Congo. Dans un pays qui se respecte, les prises de position qu'il y a eu après la rencontre entre M. Joseph Kabila et le corps diplomatique à Kinshasa, ces prises de position-là n'auront pas pu avoir lieu. Mais parce que ces créateurs voulaient à tout prix prouver à l'opinion nationale et internationale que ce monsieur-là dépend d'eux, ils sont revenus à la charge. Et après, il n'a rien dit. C'est comme s'il le disait, ah bon, tu voudrais t'en prendre à nous, mais on va te prouver que c'est nous qui dirigeons. Donc, après ta rencontre avec le corps diplomatique, nous allons encore organiser des rencontres avec l'opposition politique et les forces sociales. Nous allons encore une fois revenir sur nos déclarations pour te prouver que tu ne vaux rien en dehors de ce que nous avons fait de toi. Et, franchement, si le ridicule pouvait tuer, ce monsieur-là serait déjà mort. Mais comme les marionnettes n'ont rien à voir avec le ridicule, ils sont fabriqués, ils sont faits, elles savent qu'elles peuvent être défaites à tout moment. Elles se préparent à pouvoir assumer le coup. Hein? C'est ce qui est en train de se passer. Le monsieur, contrairement à ce qu'il a voulu nous faire croire, c'est qu'il est une marionnette, qu'il est un nègre de service et qu'il ne peut pas regarder tout droit dans les yeux ses créateurs. Et ces créateurs sont en train de le prouver, mais tout en essayant de prendre la communauté congolaise en otage. Peut-être que nous y reviendrons tout au long de cette émission. Mais M. Mbelou, il est tout de même étonnant que ceux qui avaient instigé et soutenu les hold-up électorales de 2011 enfourchent aujourd'hui la trompette du respect des règles du jeu équitable pour ce qui concerne les élections et le respect de la Constitution.
Qu'est-ce que cela cache-t-il au fond selon vous? Attention, nous ne devons pas tomber dans l'amnésie. Si vous essayez de repasser en revue plusieurs de ces émissions que nous avons faites ensemble, pardon, vous vous rendez compte que souvent, je reviens sur le danger de l'amnésie quand nous traitons des enjeux congolais. L'amnésie serait d'oublier d'abord l'histoire de ces messieurs-là avec Mobutu. Mobutu a été à leur service depuis son coup d'État des années 65 jusqu'au moment où ils lui ont préféré Kagame et Museveni. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Nous y reviendrons, je l'espère, en faisant allusion au dernier article que j'ai publié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe réellement, c'est que il est possible qu'après avoir vu les Congolais se battre sur tous les fronts, main nue, en essayant de décrier le génocide silencieux que ce pays-là est en train de connaître depuis les années 90 jusqu'à ce jour, il est possible que les créateurs de M. Joseph Kabila puissent se dire, driblons encore une fois les Congolais. Nous allons faire comme si nous partagions leur point de vue, tout en essayant de les contrôler le plus possible. Alors, nous allons faire sauter cette soupape de sécurité et nous aurons à travailler avec d'autres marionnettes qui pourront de plus en plus garantir nos intérêts. Il n'est pas du tout, il n'est pas un seul instant question de la démocratie ou des élections qui pourraient se passer dans des conditions de transparence et de liberté. Je le dis en essayant de scruter notre histoire avec cette fameuse communauté occidentale. Si elle avait voulu aider le Congo, elle le ferait, entre autres en 2011, quand les masses congolais se sont levées pour soutenir M. Etienne Tshisekedi. Mais il n'a pas fait cela. Et je vous renvoie à un article que nous savons encore retrouver aujourd'hui sur Internet, l'article d'Arnaud Zeitman intitulé « Il est minuit moins une à Kinshasa ». Ce sont les mêmes ambassadeurs qui ont conduit la communauté occidentale et la communauté nationale à tomber dans cette histoire indescriptible quand ils ont dit voilà, il y a eu des trucages, il y a eu des fraudes, mais malgré cela, ces fraudes et ces trucages, ces tricheries n'entament pas l'ordre d'arrivée des candidats. Voilà un sophisme auquel nous avons été confinés, dans lequel nous avons été confinés, qui a fait que ce monsieur-là puisse être maintenu après les élections bidons de 2011 qui n'avaient pas gagné. Mais j'ouvre une parenthèse. Regardez un peu le parcours de ce monsieur-là. Il arrive au Congo dans la compagnie de James Kabarebe après plusieurs massacres des Congolais et même des Rwandais, Tutsis et Hutus confondus. N'oublions pas les massacres de Kassika, de Makobola, de Mwenga. Aujourd'hui, nous avons des témoins qui vous disent ce qui s'est passé réellement. Et puis, il est à Kinshasa. Quand il monte, il usurpe le trône aux élections autour des élections de 2006. Il tue les Congolais à Kinshasa et plusieurs Congolais qui étaient du côté de Jean-Pierre Memba. Et il y a eu un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme sur cette histoire-là. 2006. Dans l'entretemps, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, les simples citoyens sont tués au Congo pendant son règne. Le 26 novembre 2011, nos compatriotes sont tués
sont massacrés pour avoir commis ceci comme crime. Ils sont allés accueillir leur leader à l'aéroport de Ndili. Et vous avez, pendant tout un temps, gardé les images de ces massacres et de ces assassinats. Le 30 décembre 2013, vous savez ce qui s'est passé à l'aéroport de Ndili et dans d'autres coins de notre pays. Et vous avez, encore jusqu'à ce jour, les images des massacres, des tueries sur le site de Congo indépendant, de Congo One. Comment voulez-vous que ce monsieur, ayant des mains si entachées de sang, ait pu rester là où il est jusqu'à ce jour, sans l'appui, sans le soutien de la fameuse communauté internationale ou de la fameuse communauté occidentale? Alors, mais ce qu'on lui a fait, oui. Il se raconte à Kinshasa que depuis le passage de John Kerry, le clan kabyliste aurait les nerfs à vif et deux camps se feraient face, les faucons décidés à vouloir garder leur patron à tout prix au pouvoir et les légalistes qui souhaitent que la constitution soit respectée. Y croyez-vous? Reste-t-il encore un peu de bon sens dans le régime Kabila? Monsieur Tengandu, Monsieur Kabila n'était pas au pouvoir. Les faucons veulent qu'il reste à quel pouvoir? Parce qu'il n'était pas au pouvoir. Il n'était pas au pouvoir. Il jouait le rôle d'un figurant. Comment veulent-ils qu'il reste à un pouvoir où il n'était pas? Qu'ils disent qu'ils veulent qu'il continue à jouer son rôle de figurant. Et puis, les légalistes, on peut aussi en parler. Les légalistes, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été légalistes quand leur autorité morale a usurpé le pouvoir en 2001? Qu'ils avaient choisi en 2001? Comment est-il parvenu à monter sur le trône en 2001? Où étaient ces légalistes-là? Donc, il n'y a pas au Congo là un camp des légalistes et un autre des faucons. Il y a beaucoup plus un camp unique des membres d'un statu quo qui pratiquent la politique du ventre et qui sont prêts à manger à tous les râteliers. Nous n'allons pas parier, mais demain vous verrez, et les faucons, et les légalistes, ils vont changer de camp. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à quitter le bateau. C'est-à-dire que c'est vous qui avez posé la question une fois en disant est-ce que la politique au Congo ne serait pas devenue un business? Donc, la plupart de nos compatriotes s'exercent à faire de la politique, non pas en se fondant sur une idéologie qui pourrait garantir le bien-être collectif dans ce pays-là. Non. Plusieurs de nos compatriotes font de la politique comme un business. Demain, ils iront là où le vent tourne. Il n'y a pas d'un côté les faucons. Ce sont des gens qui mentent, qui se mentent même à eux-mêmes. Ils se mentent d'abord parce qu'ils croient qu'ils ont le pouvoir alors qu'ils n'ont rien. On leur donne des sous, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont des sous qu'ils ont le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir. Ils se redistribuent les miettes qui tombent des tables des multinationales qui exploitent au maximum les matières premières du Congo. Mais ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont rien. Ce sont des malheureux. Très bien, cette situation a inspiré un éditorial très intéressant à Baudouin Mbawechi de Congo indépendant intitulé L'ingérence se nourrit de la dépendance. Et il affirme dans son éditorial qu'entre Joseph Kabila et la communauté internationale, il y a comme de la séparation de corps dans l'air, une séparation des corps qui précède généralement les divorces. Et il pose cette question, c'est quoi donc un État souverain? Et la souveraineté se limiterait-elle à avoir un drapeau, un hymne national, des armoiries et une monnaie nationale, fut-il une monnaie des singes, M. Mbelo? Non. Et Ambawechi, dans cet article-là, a amplement raison quand il affirme que l'ingérence se nourrit de la dépendance. Mais cette affirmation est discutable, je vous dirai pourquoi. Mais je ne discute pas ce que vous venez de dire. Pourquoi? Il ne suffit pas d'avoir un drapeau, il ne suffit pas d'avoir une monnaie pour être un État souverain.
Le Congo, vous le savez, et je l'ai répété à plusieurs reprises, n'est même pas un État. Comment peut-il être un pays souverain? Ce dont nous avons besoin demain, c'est que le Congo commence par devenir un État. Or, c'est un État manqué. Il n'y a rien. Comment pouvons-nous parler de souveraineté quand il n'y a même pas d'État? Que le Congo commence par devenir un État. Alors, revenons maintenant à l'affirmation de M. Ambaoichi. L'ingérence se nourrit de la dépendance. C'est vrai. Quand vous êtes faible, culturellement, intellectuellement, économiquement, et que vous n'arrivez pas à vous imposer sur l'échiquier mondial comme des partenaires crédibles, les autres se moquent de vous. Mais cette affirmation-là est en partie vraie. Mais il peut être en partie discuté. N'oublions pas que c'est depuis plus de 100 ans que le Congo connaît la traite négrière, que le Congo connaît la colonisation, que le Congo connaît la néocolonisation et le système néolibéral. Pendant toutes ces années, la communauté occidentale a fabriqué ces nègres de service. La communauté occidentale a créé ces nègres de service pour pouvoir affaiblir le Congo de l'intérieur. Et cette communauté occidentale n'a pas fait cela que au Congo. Partout où elle est passée, elle a une certaine procédure. Organiser des guerres récurrentes, organiser l'affaiblissement des institutions pour pouvoir à un certain moment imposer ses principes et son orientation politique. Nous devrions rompre un peu avec l'amnésie et essayer de questionner notre histoire sur le mode opératoire de cette fameuse communauté occidentale. Elle crée la dépendance pour pouvoir justifier l'imposition de ses principes et de ses normes. Cela d'autant plus qu'elle considère la démocratie et les droits de l'homme comme étant des objectifs illusoires, même si elle ne dit pas cela dans son discours officiel. Je dis cela pour expliquer le fait que l'affirmation de Ambaoichi est en partie vraie, mais elle est aussi en partie discutable. Depuis la traite négrière jusqu'à ce jour, les dignes fils et filles du Congo n'ont pas encore récupéré l'initiative historique pour pouvoir gérer leur pays comme ils l'entendent. C'est cette lutte-là qui est en train de se mener. Espérons qu'elle pourra aboutir à un jour ou l'autre. Vous-même avez écrit sur ces sujets un texte intitulé Russ-Feingold et la poursuite de la guerre de basse intensité en RDC, et vous y dites ceci: notre impression est que les prises de parole de M. Russ-Feingold en RDC s'inscrit dans la droite ligne de l'exceptionnalisme américain. Les pressions faites sur les rois Kabila ne peuvent pas être mieux comprises en marge de la prétention de cette élite anglo-saxonne dominante, croyant idéologiquement qu'elle a reçu une mission providentielle de répandre à travers le monde la démocratie et la liberté. Fin de citation. Et je vous livre la réaction d'un compatriote sur le site Congo Indépendant qui dit qu'entre Kanambe et Martin Kobler de la MONUSCO, et je choisirai les seconds, même si on me taxera des lâches qui soutient un impérialiste. Je l'ai dit parce que Kanambe est comme les vrais Ebola qui est en train de ravager les peuples congolais. Voilà un peu globalement ce qui résume l'ensemble des réactions des Congolais qu'on a pu lire sur Internet cette semaine. On a l'impression que la majorité prennent parti pour la fameuse communauté internationale dans ses bras de fer. Oui, je crois qu'à un certain moment, nous ne devons pas pouvoir jeter l'enfant et l'eau du bain. Il est nécessaire qu'il y ait des pressions qui se fassent sur l'extérieur sur les nègres de service qui assument le gouvernement fantoche du pays depuis tout un temps. Mais regardez, il y a eu un Congolais, un professeur d'université en plus, qui pose
qui a posé le même problème que Ruth Gold en des termes plus que clairs. C'est le professeur Mbata André Betoukoumessou qui a créé un débat entre lui et son collègue professeur Bochap en montrant qu'on ne pouvait pas toucher à l'article 220 pour reconduire M. Joseph Kabila comme roi entre griffes du Congo. Et Mbata a même écrit une lettre ouverte à M. Joseph Kabila en lui disant « Monsieur le Président, il y a une vie après la présidence. » Ce que je ne comprends pas, moi, c'est ceci. Je peux être à côté de la plaque. Pourquoi mettons beaucoup plus d'énergie à défendre ce que Ruth Gold dit que ce que Mbata André a dit depuis très longtemps? C'est à ce niveau-là que se situe un peu mon problème. Est-ce parce que Mbata est un Congolais qui n'a pas autant de poids que Ruth Gold, ou tout simplement parce que nous n'arrivons pas à créer un imaginaire alternatif qui nous fasse comprendre que l'avenir du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent y travailler et non un certain monsieur Ruth Gold dont nous ne connaissons pas les véritables intentions dans cette lutte qu'il est en train de mener. Une première considération. Une deuxième considération. Dire qu'on soutient un tel, même si on peut être qualifié de lâche, c'est facile. Mais cela peut aussi être lié à la fatigue psychologique. Quand on vous mène une guerre multiforme pendant plus de 100 ans, à un certain moment, vous êtes fatigué. Vous dites, non, il y en a marre. Essayons de composer avec ces gens-là, même s'ils nous donnent des miettes. Mais, à ce moment-là, vous pratiquez la politique de l'autruche. Vous avez la tête dans le sable et vous ne voulez pas voir la réalité en face. Une troisième considération. J'ai renvoyé les compatriotes à plusieurs reprises, même s'il y en a qui m'accusent de faire trop référence au livre. J'ai renvoyé les compatriotes à un livre de Ralph Kusters. Le livre est intitulé « Chasseur des matières premières ». Dans ce livre-là, vous lisez noir sur blanc qu'il y a eu une alliance publique-privée signée entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement fantoche de Kinshasa en novembre 2011. Et la signature de cette alliance risque de faire perdre au Congo le contrôle sur l'Ituri, le Katanga et les deux Kivu. Vous savez lire ce que je vous dis ici dans le livre de Ralph Kusters avec des références bien sourcées. Alors, les compatriotes disent, non, nous ne voulons pas lire. Nous voulons écouter ce qu'ils disent sans aller au fond des enjeux. Parce que l'enjeu majeur des interventions de l'élite dominante anglo-saxonne chez nous, c'est que le Congo est, pour cette élite, un enjeu permanent. Et ils le disent, elles le disent sans passer par quatre chemins dans ce livre que je viens d'évoquer. Quatrième considération et dernière. Quand nous essayons d'examiner les différentes interventions de ces messieurs qui font partie de la communauté internationale et occidentale et de l'élite anglo-saxonne dominante, quand nous voyons ce qu'ils ont fait en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Côte d'Ivoire, je venais de visionner une vidéo de Jacques Hogar sur la Serbie et le Kosovo. Quand on essaie de passer tout cela en revue, on se dit, elles mentent, ces élites, elles mentent, elles cachent ce qu'elles poursuivent comme objectif dans la rhétorique défendant la démocratie, la liberté et les droits humains. Est-ce qu'il n'est pas important de pouvoir renverser la vapeur en mettant ces mensonges sur la place publique au lieu
de pouvoir pratiquer la politique d'autruche et d'oublier ce que ces élites dominantes sont en train de faire. Et je renvoie dans l'article dont vous parlez à certains textes qui sont plus que clairs. Aujourd'hui, on sait aller sur Internet et lire les différents textes de Paul Greg Roberts, qui a travaillé au Trésor américain et qui dit certaines choses clairement, qui vous dit pourquoi ils sont allés intervenir en Ukraine, qui vous dit pourquoi ils sont en train de chercher à encercler la Russie, qui vous dit comment une guerre pourrait être inévitable pour cause l'exceptionnalisme américain ne supporte pas des peuples souverains forts de cette idéologie d'être choisis, d'avoir un mandat providentiel qui lui permet de pouvoir faussement vendre la démocratie et la liberté. Alors, je ne voudrais pas, mon cher frère, faire moi aussi la politique d'autruche. Le travail que nous faisons ici d'analyse, c'est un travail que nous faisons beaucoup plus pour les générations futures. Nous sommes déjà une génération sacrifiée. Hein, ces messieurs-là ne blaguent pas. Quand vous arrivez à déchiffrer leur mode opératoire, ils peuvent vous tuer un jour ou l'autre. Ils ne blaguent pas du tout. Mais nous prenons... Monsieur Mbello, oui. En parlant des réactions de nos compatriotes qu'on a pu lire sur Internet, oui. On a comme l'impression que cela, moi personnellement, cela me rappelle les mois qui ont précédé l'entrée de l'AFDL à Kinshasa. Bien que ces mouvements posaient déjà des actes liberticides dans les territoires libérés entre guillemets, plusieurs compatriotes choisissaient de fermer les yeux, se cramponnant à l'idée de chasser d'abord Mobutu du pouvoir et que les restes suivraient par la suite. Est-ce que cela n'est pas difficile de fustiger l'Occident lorsqu'on ne dispose pas d'une alternative crédible à proposer à nos masses? Non, mais dans la question que vous posez, il y a déjà une partie de la réponse. L'AFDEL commettait des actes liberticides et les compatriotes fermaient les yeux. Donc, il y a un problème d'amnésie. Il y a un sérieux problème d'amnésie, mais aussi un sérieux problème de formation, d'information, de recherche de sources crédibles qui peuvent effectivement nous aider petit à petit à mettre en place un leadership collectif visionnaire. Et je vous dis que ce travail-là se fait. Ce travail-là se fait. Oui. Le problème n'est pas aussi de proposer un modèle crédible. On sait la fascination qu'exerce l'Occident sur nos masses. Et tant qu'on ne propose pas un modèle crédible qui apporterait une certaine satisfaction, tout ce qui vient de l'Occident est pris comme parole d'évangile. Ne pensez-vous pas que il y a un problème de cet imaginaire qui est violé et il y a tout un travail à faire de ce côté-là aussi? Oui, mais c'est là le problème fondamental. Et là, même si lui n'intervient pas beaucoup sur nos nets, mais avec M. Sylvain Kalamasapo, quand nous essayons d'échanger, même avec mon frère Thiom Fonkol, nous arrivons à cette conclusion. Le viol de l'imaginaire ne se soigne pas comme par coup de baguette magique. Il faut un travail qui se fasse sur le court, moyen et long terme. D'où ceux qui sont plus ou moins en avance dans ce travail de la recréation de l'imaginaire alternatif seront toujours attaqués par les compatriotes qui sont majoritaires, mais qui ont soif de pouvoir voir les guerres récurrentes qui sont imposées par la communauté occidentale prendre fin du jour au lendemain. Et c'est en faisant allusion à ce travail de la recréation d'un imaginaire alternatif que j'ai dit une fois que le changement à ce niveau-là est moléculaire et que la vitesse ne devrait pas être confondue avec la précipitation. Mais ce qui fait notre joie aujourd'hui, c'est que nous avons des jeunes qui ont compris cela. Et là,
nous commençons à dire, même si demain nous tombions victimes des balles de cette communauté occidentale, la relève est assurée. Le travail se fera. Le travail finira par atteindre certains de ses objectifs majeurs, mais sur le temps. Ah, mais c'est la précipitation, c'est la confusion entretenue entre la vitesse et la précipitation qui fait qu'à un certain moment, on se dise non, je préfère un impérialiste à un compatriote qui lutte pour l'avènement d'un imaginaire alternatif. On ne doit pas se décourager pour cela. Très bien. Un mot sur le procès chez Béa. Nous avons appris que la justice sénégalaise s'est déclarée compétente pour juger Paul Mwilambwe. Est-ce que sur cette affaire, va-t-on encore entendre Lambert Mende vociférer comme il le fait sur ces bras de fer qu'il oppose avec les parents occidentaux du régime de Kinshasa? Nous n'avons rien à voir avec Lambert Mende. Lambert Mende a choisi son camp. À un certain moment, je me demande même si ce n'est pas un pauvre frère qui a besoin d'être sauvé, même s'il s'entête dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont perdus et dont nous devrions à un certain moment avoir pitié au lieu de nous acharner sur leur compte. Avoir pitié, pas simplement tomber dans la condescendance à leur côté, mais nous rendre compte qu'ils sont perdus et qu'ils ont perdu la vue, ils sont tombés dans la cécité des cœurs et des esprits. Les sauver ne sera pas facile. Il faut même pas s'occuper outre mesure de ces messieurs-là. Maintenant, revenons à Paul Mwilambwe. Je vous avoue que les énergies mises dans ce travail-là par les compatriotes congolais m'ont aidé à comprendre que le Congo a encore un avenir. Ils sont minoritaires, mais ils ont travaillé au prix de beaucoup de sacrifices. Si vous repassez en revue certaines de nos émissions, vous vous rendrez compte que il est arrivé que je vous touche un mot de cette histoire sans rentrer dans les détails. C'est une histoire pour laquelle nous avons eu des informations depuis très très longtemps. Nous savions que cette histoire allait exploser un jour ou l'autre. Dieu merci, la justice sénégalaise dit qu'elle est compétente pour pouvoir juger Paul Mwilambwe. Qu'importe ce que les Mende et les autres pourront dire. Mais là, il y a un travail des minorités congolaises qui a abouti. Il n'y a pas que ce cas-là. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont peut-être pas traités sur la place publique et qui aboutiront un jour. Voilà pourquoi nous n'avons cessé de parler des minorités organisées et agissantes en conscience. On nous attaque, on dit, mais les Mbelula, ils ne font que parler sur Internet des minorités agissantes. Où est-ce qu'elles sont? Voilà, il y a un petit résultat là. Comment Paul Mwilambwe a fait pour partir de sa cachette et arriver au Sénégal? Dites-moi comment? Qui le sait? Qui s'est engagé au prix des sacrifices des familles pour pouvoir réussir ce coup-là? Donc vous savez qu'aujourd'hui nous pouvons être fiers d'avoir des compatriotes qui ne sont pas pourris, capables de s'engager dans des combats à long terme pour pouvoir honorer la mémoire des dignes fils et des dignes filles du Congo. Et ces compatriotes-là, même s'ils ne sont pas majoritaires, ils existent. Et le cas de Paul Mwilambwe nous pousse à leur dire nos félicitations, même si nous ne savons pas citer leur nom dans une émission comme celle-ci. Ces braves fils, ces braves filles du Congo existent. Et c'est de ces minorités-là que l'imaginaire alternatif naîtra pour un autre Congo possible demain. Très bien. Pour finir, un mot sur un fait insolite dans les communiqués publiés par les ministères congolais de l'information après la rencontre du 31 mai entre Kabila et les diplomates occidentaux.
Les derniers paragraphes de ces communiqués consacrés aux combattants, et c'est communiqué signé par M. Lambert Mende, et il y parle du phénomène des combattants et qui désigne comme étant des membres des colonies congolaises dans les pays occidentaux. Et que ces combattants, lui, il définit, ce seraient des spécialistes dans les actes de criminalité et de la délinquance contre la RDC, derrière la Libye de la lutte pour la démocratie. Et pour finir, il parle de l'idéologie de la haine ethnique que ces bandes développeraient. Voilà qui est tout de même étonnant, hein, parce que moi, pour avoir couvert plusieurs des manifestations de ces activistes politiques congolais, il n'y a jamais été question d'une quelconque idéologie de la haine. On a comme l'impression que rien ne semble arrêter Lambert Mende dans sa communication du mensonge. Oui, mais la criminalisation de la résistance des pays qui luttent pour leur souveraineté est un fait historique. Vous savez, nous parlons beaucoup de De Gaulle. Hein? Je pourrais écrire dans les jours ou les mois à venir un article sur De Gaulle. Nous parlons tellement de De Gaulle qu'à certains moments, nous oublions que De Gaulle avait été classifié parmi les communistes parce que il avait un pied-à-terre communiste en France. Hein, ce qui fait qu'il n'a pas pu travailler avec ceux qui ont pris la France en otage après. Pourquoi? Parce que il l'avait fustigé comme communiste. Aujourd'hui, nous assistons à une généralisation abusive des actions que mènent les combattants et les résistants congolais à l'extérieur de leur pays. Mais cela ne devrait pas étonner outre mesure. La criminalisation des combattants, des luttants de la liberté, des résistants est un fait historique. Alors, dans ce que M. Lambert Mende dit, je vous ai dit que c'est un fer perdu. Je ne sais pas quel sera son sort après son autorité morale. Mais on ne peut pas mettre les combattants, tous les combattants, quand on voit les sacrifices que consentent certains compatriotes pour faire entendre la voix du Congo. Vous savez ce qui est arrivé, c'est quoi? Ces messieurs-là étaient loin de croire que la voix du Congo, une autre voix du Congo serait entendue sur la place publique nationale et internationale. Ce sont ces combattants et résistants criminalisés qui se battent de l'extérieur, qui ont même réussi à constituer une diplomatie parallèle qui, petit à petit, arrache certaines petites victoires. Hein. Et cela fait peur au gouvernement fantoche de Kinshasa. Et l'injure facile est une façon de pouvoir disqualifier des compatriotes fiers d'être congolais et qui aspirent à voir leur pays devenir un véritable État de droit, un État souverain, un État-nation qui fasse respecter les richesses de son sol et de son sous-sol. Donc nous n'avons pas à nous préoccuper outre mesure de cette criminalisation des combattants et des résistants. C'est une lutte. Toute lutte menée pour l'émancipation politique est dure et elle connaît parfois des moments terribles de criminalisation. On ne devrait pas, les combattants et les résistants congolais ne devraient pas se décourager pour cela. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.